une production Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Même si on aimerait toutes et tous l'ignorer très fort et faire comme si de rien n'était, l'année qui s'annonce et qui a déjà commencé sera, vous le savez comme moi, éminemment politique. Et si les thèmes de campagne semblent déjà assez clairs et bien installés sur le côté droit du spectre, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les sujets qui nous semblent cruciaux à nous. C'est pour ça que lorsque le duo à qui je vais céder la place aujourd'hui nous a proposé une série explorant comment le sujet des violences sexuelles traverse toute la classe politique, nous n'avons pas hésité du tout. Ce duo, c'est celui que forme Hélène Goutani. Salut Hélène. Salut Thomas. Et Fiona Texer. Salut Fiona. Salut Thomas. Hélène, toi tu es journaliste, Fiona tu es collaboratrice d'Élus et on va se retrouver tous les mois. Oui, on a eu envie de mener une enquête au long cours et de la découper en 8 épisodes, un par mois jusqu'à la présidentielle de 2022. On ne sait pas où on en sera politiquement à ce moment-là, mais on aimerait beaucoup que le monde politique soit moins violent, plus respectueux, plus inclusif des femmes. En tout cas, on va essayer de comprendre pourquoi il l'est aussi peu. Et ça commence tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Parce que forcément, une femme, c'est une pute. Si elle est arrivée à quelque chose, à un poste important, c'est pas sans raison. Mais c'est très violent, le monde politique. Les réactions, c'est toujours les mêmes quand c'est une femme qui prend la parole. Tout est politique avec la question du consentement. Épisode 1. Pourquoi la politique reste une affaire d'hommes ? Par ailleurs, aujourd'hui même, quand on connaît un tout petit peu le système américain, qui est différent du nôtre, c'est l'évidence. Ne pas libérer, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. Ça, c'est Jack Lang. Vous le connaissez, ancien ministre de la Culture, le père de la fête de la musique. Ces mots, y a pas mort d'homme, il est dit au JT de France 2 le 16 avril 2011. Dominique Strauss-Kahn, l'un des favoris à la présidentielle et proche de Jack Lang, vient d'être placé en détention à New York. Il est inculpé pour le viol d'une femme de chambre. Mais pour Jack Lang, qui est à ce moment-là député, y a pas mort d'homme, ce violeur présumé ne mérite pas la garde à vue. Il n'y a pas mort d'homme, c'est l'une de ces formules toutes faites qu'on entend trop souvent quand on est victime de violences sexistes et sexuelles. Une façon de balayer d'un revers de main la gravité des actes, surtout quand ces actes sont commis par des hommes, y compris par les politiques. Car oui, la politique reste bel et bien une affaire d'hommes. Alors nous, on a voulu donner la parole à ces femmes qui participent à la vie politique de notre pays et qui subissent ces violences, le plus souvent dans le silence. Pour ce premier épisode, on a rencontré la seule et unique première ministre de l'histoire de France. Elle nous a donné rendez-vous dans son bureau, dans le 15e arrondissement de Paris. C'est un immeuble des années 70, en travaux ce jour-là. Bonjour. Bonjour. Vous avez rendez-vous avec Madame Cresson ? Pas de moulure, ni de parquet d'époque. D'ailleurs, ici, quelques lattes s'enlèvent. Il y a bien quelques cadeaux protocolaires et 2 photos format A4 d'un chat que la femme d'État a particulièrement aimé. Est-ce qu'on me dit Madame le Premier ministre ou Madame la Première ministre ? Ah non, ça, on me pose toujours cette question, ça n'a aucune importance. Le problème, il n'est pas là. Le bling-bling des palais de la République ne l'a jamais intéressée. À 87 ans, elle le répète, ce sont les hommes politiques qui sont obsédés par les attributs du pouvoir. Je suis Édith Cresson. J'ai eu un parcours politique très long, qui a commencé assez tôt. J'étais élue maire, conseillère générale, et puis députée. En 1981, François Mitterrand, tout juste élu, la nomme ministre de l'Agriculture. C'est le début du parcours de combattante d'Édith Cresson. Et là, j'ai découvert la misogynie quand j'étais nommée ministre. Le président de la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole, a dit « On voit le mépris dans lequel le président de la République tient l'agriculture puisqu'il a nommé une femme à ce poste. » Ensuite, je suis allée à la première réunion
que la FNSEA est tenue. Il y avait un grand hall avec à peu près 800 personnes. Et là, il y avait une grande banderole d'un côté à l'autre de la salle où c'était écrit « Edith, on t'espère, meilleur au lit qu'au ministère ». Donc j'aurais dit « Ça tombe bien que je sois ministre de l'Agriculture parce que comme j'ai affaire à des porcs, je vais devoir m'occuper de vous ». Ces petites phrases feront le style Édith Cresson, un franc-parler qu'elle exerce ensuite au commerce extérieur et aux affaires européennes et qui à l'époque détonne pour un membre de gouvernement. En 91, le président de la République, François Mitterrand, veut évincer son rival, Michel Rocard, très populaire à ce moment-là. Il va en profiter pour se donner l'image d'un chef d'État moderne. Il s'entoure d'un nombre inédit de femmes ministres, 15%, un record pour l'époque, allant jusqu'à en choisir une à Matignon. Il nomme l'une de ses plus fidèles, Édith Cresson, qui travaille avec lui depuis 1965. À cette époque, elle l'accompagnait dans tous ses déplacements, au volant de sa petite Fiat 500. Un jour, François Mitterrand me fait venir, et il me fait venir 2-3 fois, puis la 3e fois, il me dit « Voilà, j'ai pensé à vous pour succéder à Michel Rocard ». Je lui ai dit « Écoutez, je lui ai répondu du tac au tac, ils seront furieux ». Ce qui d'ailleurs, je ne croyais pas si bien dire. Ils étaient furieux parce que tous ces petits pères voulaient être Premier ministre, hein, dont Bérégovoy le premier, mais les autres aussi, ils étaient fous de colère. Donc ils m'ont fait une vie d'enfer une fois que j'ai été désigné comme Premier ministre. Ces petits pères, ce sont ses collègues au gouvernement, ces éléphants socialistes qui lui sont imposés pour la plupart. Ce que dit la Constitution, c'est que les ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Mais ça se déroule rarement comme ça. Lui, le président, il avait à côté de lui une feuille de papier où il y avait une liste. Elle était faite par Fabius, la liste. C'était des gens que Fabius, qui était un très très proche de Mitterrand, voulait mettre ministre. Et à un moment donné, François Mitterrand me dit « Vous devriez prendre une petite beurre ». Je lui dis « Oui ». Il me dit « Voilà, il y en a une, on me dit qu'il y en a une qui est très bien, qui s'appelle Kofi Yamgan ». Bon, très bien. Je sors de la pièce, du bureau, et des gens à l'Élysée me disent « Tu sais, Kofi Yamgan, c'est pas une petite beurre, c'est un homme, il est noir ». Je dis « Je le prends quand même ». Mais c'est vous dire que même le président ne savait pas du tout de qui il s'agissait. Le gouvernement est formé et la première ministre présente sa stratégie politique devant l'Assemblée nationale. La parole est à Madame le Premier ministre. Et là, c'est un déferlement de sexisme. Les réactions, c'est toujours les mêmes quand c'est une femme qui prend la parole. Aujourd'hui encore, ça continue. Quand une femme monte à la tribune, dans l'hémicycle, il crie « à poil ». Surtout après le déjeuner, quand ils ont bu un coup. Monsieur Daubert, qui quand même a été ministre de la Recherche, c'est pas n'importe qui, monsieur Daubert, il a dit, quand j'ai été nommé Premier ministre, « Voilà la Pompadour ». Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Édith Cresson, il y a un parallélisme certain. C'est-à-dire qu'une femme, même élue, députée, maire, conseiller général et 5 fois ministre, elle n'a pas de légitimité. Des ministres sans loyauté, une assemblée hostile, le calvaire ne s'arrête pas là, il y a le traitement médiatique. Les journalistes sont comme les hommes politiques. C'est d'ailleurs souvent des tandems qui travaillent ensemble, ils se renvoient la balle. Donc ils avaient découvert que pourquoi est-ce que je mets des boucles d'oreilles ? Pourquoi est-ce que j'ai un bracelet ? Pourquoi est-ce que... ou alors ils ont... À ce moment-là, on portait des jupes, ils ont dit que j'avais des bas qui étaient filés. Donc ils se mettaient, les journalistes, à genoux sur le trottoir pour photographier mes jambes, pour montrer que j'avais un bas filé. Les crises s'enchaînent dans un climat d'impopularité pour le PS. Le chômage de masse s'est installé, le scandale du sang contaminé éclate 1 mois avant la nomination d'Édith Cresson et le président est malade. Ça sent la fin de règne pour la Mitterrandie. Au milieu de ce raz-de-marée, un soutien sans faille, son mari. C'est l'un des rares moments où l'ancienne première ministre semble baisser la garde pendant l'interview. Donc mon mari m'a toujours soutenue. Il n'était pas foncièrement... Mon mari avait été très jeune dans la résistance. Il était gaulliste plutôt. Et bon, on ne peut pas dire qu'il avait une sympathie formidable pour François Mitterrand. Mais il m'a toujours soutenu et il s'indignait. Il me disait ce sont des salauds. Et il m'a toujours soutenu, heureusement. C'est-à-dire que j'avais chez moi un soutien inconditionnel, tout à fait ferme, extraordinaire. Et je ne sais pas si j'aurais pu tenir le coup si j'avais pas eu ça chez moi. Elle doit affronter un niveau de violence inouï, qui est insupportable à vivre, y compris pour ses proches.
J'ai 2 filles, elles sont écœurées par la vie politique après ce qu'elles ont vu. Donc elles votent et puis c'est tout. Elles étaient devant la télévision et elles étaient épouvantées parce qu'il y avait une violence physique qui était terrible. Oui, elles ont eu très peur pour moi. Chaque fois que j'allais visiter une exploitation agricole, ils essayaient de m'attaquer physiquement. Il fallait que je sois entourée de policiers. Une fois même, il a fallu m'emmener en hélicoptère. Enfin, ça a été terrible. Tout au long de cet échange, Édith Cresson a insisté sur son bilan, que ce soit ses 10 mois passés à Matignon, dans sa mairie de Châtellerault, ou pour sa fondation des écoles de la seconde chance. Elle a constamment mis en avant ses compétences, comme si avec un tel parcours, on pouvait encore questionner ses capacités. Ce besoin de justifier ses qualités à la fois techniques et politiques, on le retrouve chez beaucoup de femmes. Les hommes s'en passent, ils sont élus, point barre. Parce que quand on est juste une poignée de femmes ministres, nommées par un président de la République à qui on doit tout, quand on compte ses collègues députés et sénatrices sur les doigts de la main, on ne peut pas se sentir légitime. Rien n'est fait pour. Dans les années 80, des féministes comme Yvette Roudy, ministre des droits des femmes, et Gisèle Halimi, députée, poussent pour davantage de féminisation des assemblées. Le Conseil constitutionnel les censure au nom de l'universalisme républicain. C'est aussi cette Assemblée nationale presque en non-mixité, avec 95% d'hommes, qui complique les relations entre la Première ministre et les représentants de la nation. Forcément, quand il y a plus de femmes députées, on est davantage soutenu, en tout cas on est moins attaqué que s'il y a une majorité très vaste d'hommes, comme c'était à cette époque-là. Dans ce combat, il ne faut jamais arrêter de se battre, de signer des pétitions, de prendre position, etc. Puisque apparemment, ils sont complètement obtus, ils ne veulent rien comprendre. Finalement, même celles qui ne se sentaient pas féministes y viennent par nécessité. Au début, moi, je considérais que c'était un combat inutile. Ça me paraissait un peu excessif. Je me souviens quand j'en parlais avec certaines de mes amies, je disais oui, il ne faut pas en faire trop non plus, parce que sinon on risque de soulever des oppositions. Mais finalement, Yvette Roudy m'a dit « Mais non, tu as tort, il faut se battre là-dessus. » Et elle avait raison, je reconnais qu'elle avait raison. Que s'est-il passé en 30 ans ? Rien. Il n'y a pas eu de femme ni présidente de la République, ni première ministre, ni présidente de l'Assemblée nationale, ni présidente du Sénat, ni présidente du Conseil constitutionnel. Mais on a eu la parité. Cette réforme s'est faite dans la douleur, sous la pression à la fois des militantes féministes, au sein et en dehors des partis, mais surtout des organisations internationales comme l'ONU ou l'Europe, qui pointaient alors le retard français en matière de représentation des femmes par rapport aux autres pays. La parité est loin d'être achevée, même si les femmes n'ont jamais été aussi présentes, car la parité quantitative ne signifie pas la parité qualitative, les femmes politiques restent cantonnées au second rang. Cette présence des femmes permet tout juste de lever le voile sur les violences sexistes et sexuelles. Certaines affaires ont éclaté, TSK, Tron, Beaupin, mais le MeToo de la politique n'est pas encore advenu. Pourquoi les violences sexistes et sexuelles font-elles partie du quotidien ? Bonjour la miss. Mademoiselle, vous voulez que je vous accompagne aux toilettes ? Tu crois qu'elle a une culotte ? On m'avait dit que vous étiez jeune et jolie. Allez donc vous occuper de vos gosses. Tout le monde dit que tu accouches bien à la parité en politique, mais c'est bruyant. Alors, pour comprendre ce que vivent les femmes en politique, il suffit de les écouter. Par exemple, les collaboratrices d'élus, celles qui travaillent dans l'ombre, absentes des photos mais aux premières loges pour les violences de tout type. C'est ton cas, Fiona. Cela fait 13 ans que je suis collaboratrice d'élus. J'ai travaillé en mairie, au Sénat, en cabinet ministériel à Matignon. 13 ans que j'observe des violences sexistes et sexuelles, que j'en suis témoin, parfois victime. Au Sénat, c'était vraiment particulier. Il faut s'imaginer le palais du Luxembourg, un bâtiment très imposant, tout en dorure, avec son épaisse moquette rouge, le trône de Napoléon, les huissiers avec leurs sabres. Et le Sénat, c'est un monde miniature qui s'active jour et nuit, avec son hémicycle, sa chaîne de télé, son restaurant, son cabinet médical, son bureau de poste et même son salon de coiffure, même si on peut le dire qu'ils sont plus habitués à coiffer les chauves. Moi, ils m'avaient massacré ma frange. Et dans ce petit monde, il y a environ 2000 personnes qui cohabitent. C'est très hiérarchisé. Tout en haut de l'ordre protocolaire, il y a les sénateurs.
un peu en dessous les sénatrices, puis les fonctionnaires, rangés par grade, puis les conseillers des groupes politiques, et tout en bas de l'échelle, il y a nous, les collaborateurs et les collaboratrices parlementaires. J'avais un profil assez classique, de privilégié, des études en Sciences Po ou en droit et ma carte dans un parti. La fiche de poste, officiellement, c'est le travail législatif, rédiger des amendements, des questions d'actualité, organiser les journées, gérer la correspondance. Officieusement, ça peut aller jusqu'à trouver un stage aux enfants, des places pour l'opéra pour madame, s'occuper des impôts ou du pressing. On est là pour alléger leur charge de travail et leur charge mentale. C'est une sorte de babysitting de luxe. Il y a 2 clauses importantes dans notre contrat, la loyauté et la discrétion, puisqu'on bosse dans leur ombre, à tel point que quand je me présentais, je ne disais pas « je m'appelle Fiona, mais je bosse pour un tel ». Dit comme ça, on se demande pourquoi on choisit ce taf-là. Moi, j'étais passionnée de politique, très heureuse de côtoyer au quotidien ceux qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et puis même si ça n'a pas marqué les esprits, j'ai assisté au basculement historique du Sénat à gauche en 2011. C'était des moments très riches. J'étais là lors des débats sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, une période intense durant laquelle j'ai beaucoup appris. Et puis aussi un moment rare, une parenthèse dans la tradition de conservatisme et de misogynie du Sénat, qui a quand même passé 50 ans à s'opposer au droit de vote des femmes, à la légalisation de l'IVG, à la parité, à la PMA. Il y a 10 ans, il y avait 78% d'hommes chez les sénateurs, et clairement, ils ne se gênent pas. Les bises appuyées, même quand on tend la main pour dire bonjour, les remarques vestimentaires, les invitations au restaurant un peu graveleuses. Et parfois, c'est pire. Et cela ne vient pas que des sénateurs envers les collaboratrices. Les fonctionnaires, parfois nos propres collègues, peuvent être aussi atrocement sexistes. Les fonctionnaires femmes et les sénatrices sont aussi concernés. C'est vraiment systémique. Je me souviens d'un jour où je suis avec mon chef salle des conférences et on croise une sénatrice très respectée, une ancienne ministre. Et là, il me glisse à l'oreille. Elle a sucé Rocard. Et en une phrase, il l'a réduit à un objet sexuel. L'image mentale ne m'a jamais quittée. Du haut de mes 25 ans, je me dis, elle en a 65, elle a été ministre, elle a une leçon à recevoir de personne et elle subit encore le sexisme. En fait, la violence du patriarcat, c'est pour toute la vie. J'ai souvent eu le sentiment que la moquette absorbait beaucoup de choses au Sénat. Les dorures, le faste, agissent comme des rappels à l'ordre, comme pour dire « souviens-toi de la chance que t'as d'être là ». Ça donne pas envie de faire de vagues. Et on en arrive à tolérer l'intolérable, le harcèlement, les agressions. On en arrive à penser que c'est normal et qu'il faut faire avec. Le sénateur là, il accoste toutes les stagiaires. Si je te jure, il les attend devant l'entrée et tout. L'autre fois, il est entré dans le bureau d'une collab, comme ça, sans frapper. Il lui a fait des avances. Ne prends jamais l'ascenseur avec lui. Tu vois, cet administrateur, il est tellement misogyne que si tu l'appelles, il décrochera même pas. Son patron, il a une chambre à côté de son bureau et parfois il est même pas levé quand elle arrive. Il se balade en quel but ? Si des femmes elles-mêmes intériorisent le sexisme, ça veut dire qu'il serait naturel qu'un député, un sénateur, un ministre s'autorise des remarques et des gestes déplacés. Pourquoi un homme investi du pouvoir politique se croit-il autorisé à agresser ? Ces questions, on a voulu les poser à l'une des spécialistes du féminisme. Alors, je m'appelle Geneviève Fraisse, je suis directrice de recherche émérite au CNRS, après avoir passé un certain nombre de décennies à travailler comme philosophe sur l'histoire de la pensée féministe. Le point de départ de sa réflexion, c'est bien sûr le sexisme. Le sexisme traverse les siècles. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. Il y en a marre de leur vie, de leur promotion, de leur viol, de leur vie, de leur maison. Et traverser les siècles, ça veut dire que c'est, quel que soit le régime politique ou le régime social, il y a disqualification. Vous n'êtes pas de la même qualité que moi. Le moi, c'est donc un homme, celui qui est à l'origine du contrat social formulé par les penseurs des Lumières et au fondement de notre société. Dans ce contrat social, les femmes sont à la maison, à s'occuper des affaires domestiques, et les hommes en charge des affaires de la cité. Mais derrière ce contrat, il y en aurait un autre, le contrat sexuel. Plus subtil, les penseurs se gardent bien de l'écrire. La politologue britannique Carol Patman explique, elle, que ce contrat est tacite, jamais écrit, mais qu'il a inscrit de manière durable la subordination du corps de la femme à l'homme. L'homme, gérant de la cité, est en plus le seul détenteur du droit sexuel. Politique et jouissance sexuelle, le lien est là. Les femmes n'y ont pas leur place en tant que femmes et encore moins en tant que rivales. C'est assez intéressant de savoir pourquoi ils veulent garder le pouvoir. Il y a deux raisons. Il y a
on est assez de rivaux entre nous comme ça. On va quand même pas. Mais quand on voit ça encore dans le milieu politique, attendez, on était déjà rivaux entre hommes et en plus, il faut qu'on ajoute les femmes. C'est-à-dire qu'on a encore plus de rivales, d'espace de rivalité si on ajoute les femmes. Donc la question de la rivalité est un vrai problème face au pouvoir, puisque c'est la question du pouvoir qui vous intéresse. Et la deuxième chose, après la rivalité, je n'ai cessé de le dire depuis, c'est la jouissance. C'est la jouissance. Ce qui me frappe dans mon milieu professionnel, c'est le climat d'impunité. Parfois, tout le monde est au courant, des alertes sont lancées, mais rien n'est fait pour protéger les victimes et empêcher les agresseurs. Alors pourquoi cette impunité dans un état de droit, parfois même au sein des législateurs? En interrogeant cet exercice du pouvoir, on interroge aussi sa nature et son fondement patriarcal. Le ministre du Budget, Gérald Darmanin, a été entendu en audition libre par les policiers aujourd'hui dans le cadre de l'enquête pour viol dont il fait l'objet. De son côté, Nicolas Hulot, mis en cause par le magazine Hebdo, a décidé de porter plainte pour diffamation contre cette publication. L'impunité est très importante. Moi, je crois que c'est l'impunité. Et tout d'un coup, ils découvrent qu'ils sont punissables. J'aime bien cette question, puisque sur les femmes, c'est coupable mais pas punissable, comme dit Michelet. Et bon, voilà, savoir si on est à la fois responsable, punissable, coupable, tout ça, ce sont des notions très intéressantes du point de vue de la question des femmes. Mais là, les hommes, ils pensent qu'ils sont dans l'immunité. Je vais vous le dire autrement. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, j'ai pas pris le temps ou réussi à l'écrire, c'est que les premiers hommes qui ont été mis en cause ont porté plainte. Et puis, ils ont arrêté tous de porter plainte. C'est ça qui est intéressant. Ils ont porté plainte parce qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient dans leur bon droit et qu'ils pouvaient gagner. Puis ils ont compris, et c'est notamment Denis Baupin quand il s'est ramassé, quand il a porté plainte et qu'il s'est vraiment ramassé, hein. Enfin je sais pas comment on va le dire, mais ils ont compris. Mais les premiers ils portent plainte. Nicolas Hulot il a enlevé sa plainte. Il y en a qui ont enlevé leur plainte après parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils partaient vers un carnage. Mais sur le moment, quand ils portent plainte, ça veut dire, c'est quand même étonnant, c'est vraiment l'inversion de la charge de la preuve. L'image que renvoient les hommes politiques à la population, c'est souvent qu'ils sont intouchables, impunissables. Et les violences sexistes et sexuelles n'y échappent pas 10 ans après l'affaire DSK. Chaque nouvelle élection est l'occasion pour les spécialistes, commentateurs et les partis de déplorer cette désaffection grandissante de la population française à l'égard des personnes censées les représenter, les élus. Dans ce premier épisode, on a voulu interroger des femmes qui ont été actrices et témoins d'une république et de partis politiques trop lents à s'adapter aux évolutions de notre société. Ce que nous vous proposons chaque mois, c'est de comprendre les logiques patriarcales qui autorisent encore l'exclusion, la disqualification et la violence envers les femmes dans le monde politique. Il faut faire feu de tout bois. Tout faire. La plainte, la pédagogie, mais quand on dit ah ben oui on va apprendre aux petits garçons à l'école, l'éducation, non mais fuck, ça n'a pas de sens. Enfin, arrêtons de penser qu'il faut éduquer les gens autrement. C'est du rapport de force, c'est un rapport politique, c'est un conflit, c'est un rapport politique. C'est ça qui n'est pas encore reconnu au féminisme, c'est que c'est du politique. En France, on aime bien se raconter des belles histoires. En 1789, on s'est dit que le droit de vote est devenu universel. En 1944, on s'est raconté que les femmes allaient être élues. En 2000, on a cru à la parité et aujourd'hui encore, 80% des maires sont des hommes. En 2021, on voudrait presque croire que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles a été la grande cause du quinquennat. Mais comment opère le mal qui ronge la classe politique de l'intérieur? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. À bientôt et souvenez-vous, il n'y a pas mort d'homme. Merci à Hélène Goutani, Fiona Texer et Elisa Grenet pour ce premier épisode de Y'a pas mort d'homme, une série qu'on retrouvera tous les mois dans Programme B. Merci aussi à Nicolas Sarkozy, Laurent Fabius, aux députés et sénateurs, auteurs des saillies sexistes que vous avez pu entendre dans cet épisode. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.